Et si nos eaux usées devenaient nos alliés secrètes contre notamment la sécheresse? On en parle tout de suite dans cette session. Eaux usées, la France à la traîne. Voici Anne Le Guenec, qui est directrice de la zone technologie d'eau mondiale de Veolia. Julie Mandré, qui est docteur en génie des procédés de l'environnement, maître de conférences HDR à l'Université de Montpellier. Et notre modératrice sera la journaliste Emmanuelle Durand-Rodriguez. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Merci Boris. Bonjour à tous et toutes. Bonjour Julie Mandré, bonjour Anne Le Guenec. La crise mondiale de l'eau est une combinaison assez complexe, à la fois de pénurie, de pollution, de mauvaise gestion aussi des ressources en eau, le tout est exacerbé par la croissance démographique, le changement climatique et puis aussi les inégalités sociales. C'est un sujet qu'on évoque à l'instant, puisque en fait les eaux usées peuvent apparaître dans ce contexte comme une solution. Vous êtes donc directrice de la zone technologie eau mondiale de Veolia, Anne Le Guenec. Et donc vous, Julie Mandré, docteur en génie des procédés de l'environnement, maîtresse de conférences HDR, ça veut dire habilitation à diriger des recherches à l'Université de Montpellier. C'est vrai que souvent on commence, enfin dans ce type d'échange, parfois, on finit par répondre à la question à la fin, ce qui est assez logique. Mais si vous voulez bien, pour que tout le monde comprenne bien le sujet qui nous occupe aujourd'hui ici, quelle est votre réponse à cette question et quelle est votre vision de la problématique? Les eaux usées, est-ce que la France est à la traîne? Anne Le Guenec. Oui, la France est à la traîne par rapport à beaucoup d'autres États qui ont pris des dispositions et qui réutilisent déjà les eaux usées pour différents usages. Et puis à la traîne parce que ça fait des années que la problématique existe. Moi, je peux vous raconter qu'il y a 20 ans, je tirais en urgence des canalisations pour alimenter des villages français en eau potable parce qu'il y avait moins d'eau, voire plus d'eau dans les forages d'eau potable. Donc oui, la France à la traîne. Julie Mandré. Évidemment, je partage ce diagnostic. Je voudrais juste rappeler à tout le monde que les eaux sont collectées pour être traitées, donc c'est l'assainissement, et qu'en France, jusqu'à maintenant, elles étaient rejetées dans l'environnement, dans les cours d'eau. Et là, on est en train de parler de la réutilisation des eaux usées traitées, c'est-à-dire leur donner une seconde vie. Par exemple, en Espagne, qui sont leaders en Europe, on réutilise plus de 15% des eaux usées traitées, et nous, on serait à moins de 1%. Donc c'est de cette impulsion dont veut parler Anne. Est-ce qu'on peut détailler justement, Julie Mandré, les différents types d'eau usée? Il y a les eaux grises, il y a les eaux noires, il y a les eaux vertes. Alors, il y a plein de couleurs pour l'eau. Quand on parle, là, on parle des eaux usées, ce sont les eaux usées domestiques, celles qui sont issues de l'assainissement, parfois raccordées avec des eaux usées industrielles. À l'échelle d'un bâtiment, on va avoir les eaux grises qui sont toutes les eaux usées à l'exclusion de celles des toilettes, qui elles sont appelées les eaux noires. Et l'eau verte, c'est celle contenue dans les végétaux, évapotranspirée. Quel est l'objet de vos recherches et très précisément, si vous pouvez les détailler? Oui, bon alors nous, du coup, on parle de la réutilisation des eaux usées traitées, donc les eaux domestiques. Les technologies sont disponibles, Anne pourra en parler, mais actuellement, et en plus dans un contexte de changement climatique où on va avoir une concentration des pollutions, puisqu'on a beaucoup d'évaporation d'eau, on a le problème de la présence de micropolluants dans ces eaux qui n'apparaissent pas encore dans la réglementation. Et donc moi, mes recherches consistent à mettre en œuvre des procédés pour éliminer ces micropolluants. On va peut-être détailler les micropolluants dans un second temps. Si on s'attarde là sur la question de la réutilisation des eaux usées, vous disiez les technologies existent. Quelles sont-elles, Anne Le Guenec? Alors, en fait, les technologies, elles s'adaptent en fonction de la qualité des eaux, effectivement. Donc, quand on parle des différentes couleurs, mais pas seulement, d'eau industrielle, d'eau domestique, de process, d'eau tirée de l'agriculture, et puis elle s'adapte surtout à l'usage qu'on veut en faire, pour s'adapter aux standards réglementaires en général. Mais c'est important de le préciser parce qu'on a l'impression qu'il faudrait déployer des monceaux de technologie, des usines extrêmement complexes pour arriver à des processus de réutilisation d'eau.
Or, il y a des technologies très simples, y compris certaines d'ailleurs basées sur la nature, on appelle ça des nature-based solutions, qui nous permettent d'avoir le traitement minimum essentiellement sur des eaux chargées de manière organique, traitement par les plantes, pour arriver à des qualités d'eau d'irrigation. Bien sûr, on peut aller au-delà avec des traitements par désinfection, des traitements par UV, par exemple. Et puis le stade un peu ultime qui va se trouver dans des niveaux de filtration, donc des traitements membranaires. Là, on commence à rentrer dans des technologies un petit peu plus complexes de filtration, ultrafiltration, nanomifiltration, osmose inverse, qui vont nous permettre d'aller à chaque fois du micron au 0,1 micron, au 0,01 micron, en fonction du type de polluant qu'on souhaite retirer de l'eau. Et là, on arrive dans des procédés plus complexes, mais qui existent et qu'on peut facilement mettre en place, que ce soit chez des industriels qui vont avoir une volonté de recycler en interne pour leur usage ou qui vont avoir une volonté de le remettre à disposition de la communauté. Des technologies qu'on peut mettre en place, évidemment sorties de stations d'épuration pour redonner également l'eau à la collectivité. Donc ces technologies, elles sont là, elles s'adaptent et puis elles fonctionnent surtout depuis des années. Je vous disais en faisant ma vieille bourrique qu'il y a 20 ans, on avait déjà des problèmes de sécheresse, mais il y a 20 ans, sur nos stations d'épuration, quand on voulait montrer à nos clients à quel point nos traitements étaient efficaces, on prenait un verre à la sortie, puis on leur disait, vous voyez, l'eau, elle est tellement pure à la sortie de la station d'épuration qu'on pourrait la boire. Et on en buvait une gorgée, et puis tout le monde nous regardait comme ça, parce qu'il y avait quand même une barrière un peu comme Anne Hidalgo dans la Seine. Voilà, c'était un peu vraiment, mais c'était déjà il y a 20 ans parfaitement sûr d'un point de vue qualité et normes, évidemment, parce que moi je vous parle d'analyse de normes et normes réglementaires, de boire l'eau traitée sortie des stations d'épuration. Bon, donc le sujet n'est pas nouveau, les technologies existent. Alors et en plus vous dites que potentiellement ça coûte pas forcément très cher. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, il y a eu longtemps une barrière psychologique, mais je vais la balayer assez rapidement parce que... C'est-à-dire, est-ce que vraiment on a envie de remettre de l'eau usée ? Alors, dans l'eau potable, la barrière psychologique, vous l'imaginez assez facilement, c'est la confiance qu'on fait à la technologie pour nous donner au robinet une eau qui est potable à tout moment. Le deuxième sujet, c'est effectivement, même en irrigation, en agriculture, est-ce que tout cela va être bien sain, bien contrôlé et bien compatible avec les différents labels AOC et autres. Donc, première barrière psychologique, aujourd'hui, on est passé au-delà. Nous, on lance tous les ans un baromètre de la transformation écologique. Plus de 2/3 des Français, mais 2/3 des citoyens du monde nous disent aujourd'hui être assez ouverts à l'idée de boire de l'eau usée traitée ou en tout cas de manger des aliments qui seraient irrigués avec de l'eau usée et traitée. Donc la barrière psychologique au niveau du citoyen, elle est en train de se lever complètement. Ils sont même prêts d'ailleurs à payer un peu plus cher pour être sûr d'avoir de l'eau et être sûr d'avoir à manger. Je vous le glisse comme ça. La barrière réglementaire, elle est compliquée. Elle traîne, et c'est vrai que nous, les Français, on est un peu champions du monde. Là, en l'occurrence, pourquoi réutiliser nos eaux usées ? Non, sans vouloir vous interrompre, hein, c'était pour juste... ce sont des chiffres que vous nous avez confiés. Oui. Alors effectivement, on pourra revenir sur le pourquoi et sur la réalité des situations de sécheresse et de demande en eau. Mais la barrière réglementaire, donc je disais, elle est compliquée. En France, on est un peu champion du monde des autorisations longues et complexes. Ça a commencé à s'améliorer avec un plan eau en 2023 qui amène des simplifications de démarches administratives et des incitations auprès des municipalités et des industriels à réutiliser les eaux. Mais bon, on est en 2023 et ça fait des décennies que 30% de la population européenne est en sécheresse tous les ans. Est-ce qu'on pourrait imaginer des logements ou construire en masse des logements avec deux types de circuits d'eau, de l'eau réutilisée, de l'eau
non réutilisée, neuve, je ne sais pas comment l'appeler d'ailleurs. On pourrait l'envisager sur de la construction neuve, ce serait extrêmement compliqué et coûteux sur de la construction existante. Mais surtout, ce n'est pas forcément le sujet qu'il faut adresser en priorité. C'est-à-dire que la consommation domestique, à partir du moment où effectivement on collecte les eaux usées, on les traite et on sait les traiter à n'importe quel niveau de qualité, c'est-à-dire pour n'importe quel usage en sortie, finalement aller les séparer dans l'usage domestique, c'est peut-être pas enfin, en tout cas c'est très complexe pour eux, une priorité qui est peut-être secondaire. Le recyclage des eaux sorties de stations d'épuration et l'usage de ces eaux sorties de stations d'épuration municipales, c'est une clé. Et puis le recyclage chez les industriels, une très belle piste aussi, qui a démarré. On a pas mal d'industriels aujourd'hui qui réfléchissent à des processus en circuit fermé, c'est-à-dire je récupère mes eaux, qu'elles soient de process ou qu'elles soient domestiques, et je les retraite pour les utiliser dans mes tours de refroidissement, dans mon processus industriel à nouveau. Ça leur permet quand même d'avoir un accès à l'eau, d'avoir des autorisations d'exploiter. Parce qu'on a, ça veut dire en période de restriction d'eau, on peut quand même continuer à produire. Exactement. Et ça, c'est absolument clé parce que moi, je sais qu'aujourd'hui, il a tellement plu en France cette année que les gens me regardent en me disant « Mais Anne, tu rigoles, il a plu, ça va, de l'eau, il y en a, voire il y en a trop parce qu'on a été inondés. » En fait, des situations de sécheresse, il y en a encore beaucoup. C'est 700 millions de personnes qui manquent d'eau en Europe. Donc c'est un vrai sujet. Non seulement il y en a moins, où elle n'est pas au bon endroit, au bon moment, dans la bonne qualité, mais surtout on en utilise de plus en plus. Et on prévoit qu'à horizon 2050, on aura besoin de 40 à 50% plus d'eau qu'aujourd'hui. Un jean, 10 000 litres d'eau. Un smartphone, 83 000 litres d'eau. Un data center, qu'on puisse communiquer avec l'IA comme on vient de l'entendre, 6 piscines olympiques par jour. Donc de l'eau, on en consomme beaucoup. Et les industriels, eux, ils font face à ça. Un industriel de la pharmaceutique qui aurait je vais le dire en anglais parce que c'est le seul mot qui me vient, qui aurait un shutdown, un arrêt de production pendant 1 heure, ça lui coûte 1 million d'euros. 1 million d'euros parce qu'il ne peut pas produire. Et c'est vrai pour toutes les industries. Moi, je ne connais pas une industrie qui soit capable de produire sans eau. Donc, il faut qu'on gère à la fois la rareté qu'on voit arriver depuis être un peu sobre, peut-être. On ne gère pas beaucoup la prévention parce qu'en fait, on est aussi dans une société qui a du mal à réguler cette consommation, puis des activités de plus en plus consommatrices d'eau, et donc l'augmentation de la demande. Donc, un effet ciseau qui est assez compliqué à gérer si on ne trouve pas de nouvelles ressources, et la réutilisation des eaux usées en est évidemment une. Julie Mandret, est-ce que vous voulez évoquer cette question de la réutilisation des eaux ou peut-être détailler les micropolluants puisque, je peux déjà compléter cette réponse sur le fait qu'on soit en retard, entre guillemets. Avant l'été 2022, qui est ce qu'on appelle l'été de la bascule, en fait, en France, on n'avait pas vraiment manqué d'eau, à part des situations anecdotiques comme celles qu'on a évoquées. Et c'est en fait la première raison pour laquelle on est en retard. Et puis il y a aussi tout un problème du prix de l'eau pour les agriculteurs, par exemple, puisque la première utilisation des eaux usées, c'est l'irrigation agricole. Et bien souvent, les agriculteurs ont accès à une ressource en eau plus conventionnelle et à un coût bien moins important que les eaux usées. Donc il y a tout un modèle. 2022, la canicule et des effets dramatiques sur les populations, l'agriculture, l'économie. Alors 2022, on a réalisé qu'on pouvait manquer d'eau et que du coup, on avait intérêt à se tourner vers cette pratique. Mais on a ce problème de trouver le modèle économique de la réutilisation des eaux usées traitées. Comment concurrencer un forage ou une autre ressource en eau, et qui va financer les infrastructures pour pouvoir faire la réutilisation, pour épurer un peu plus l'eau pour les usages visés, en fait. Voilà. Et si vous voulez que je parle des non, mais peut-être juste, peut-être on évoquait aussi la réglementation, puisque vous parlez des freins. Oui. Alors ça, c'était un des freins identifiés clairement sur la réutilisation des eaux usées traitées. Comme l'a dit Anne, avec le plan eau, on a eu quand même des évolutions. Donc un décret qui est sorti en 2023, suivi de 2 arrêtés pour l'irrigation agricole et l'arrosage des espaces verts.
On attend un arrêté pour tout ce qui est usage urbain. Il faut savoir quand même qu'on nettoie la plupart des rues en France avec de l'eau potable. Donc ça, on pourrait très bien le faire avec des eaux usées traitées. Donc on attend les arrêtés qui vont nous permettre de définir la qualité des eaux. Mais oui, c'est un frein, mais qui est quand même en train de s'assouplir. Non, moi, je voulais revenir sur effectivement l'investissement et le coût de l'eau, et c'est pour ça que je prends toujours beaucoup de soin à expliquer qu'on est capable d'adapter le besoin technologique à l'usage et à la qualité de l'eau. Il y a beaucoup d'endroits en France où il manque très peu pour que l'eau sortie des stations d'épuration municipales soit... alors, il manque en général vraiment rien pour qu'elle soit utilisable sur du nettoyage de rue, sur de l'usage urbain et de l'irrigation. Il y a plein d'endroits où on commence à l'utiliser en eau potable. En Namibie, on fait ça depuis très longtemps. Aux États-Unis, la Californie vient de prendre un décret pour réinjecter directement de l'eau usée dans ses réseaux d'eau potable. Et il manque très peu en technologie puisque la réglementation nous a déjà amené à traiter de manière très pointue les eaux usées domestiques. Derrière, sur les industriels, et c'est pour ça que j'insistais sur le besoin, sur le caractère vital pour l'industrie d'avoir de l'eau, ajouter un bloc de traitement sur une eau spécifique pour en gérer les micropolluants ou les polluants en général, amorti sur une vingtaine d'années, une trentaine d'années, ce qui est en général la durée d'installation de traitement d'eau. Bon, on ne fait pas flamber le prix du mètre cube. Il y a des pays qui sont un peu modèles en matière de réutilisation des eaux. Oui, on avait évoqué tout à l'heure. Oui, on a évoqué l'Espagne tout à l'heure avec Julie qui s'est lancée par nécessité, évidemment. Il y en a d'autres au Proche et au Moyen-Orient. Il y a l'Israël, il y a la Jordanie. Il y a, je le citais, les États-Unis qui, en général, réglementent assez vite. La Californie en particulier, qui, en général, est assez en avance, mais aussi en situation de sécheresse plus avancée. Donc oui, ça a été beaucoup par réaction, mais oui, il y a un certain nombre de pays qui se sont lancés avant nous. La situation est particulièrement alarmante du côté est de l'Occitanie. Vous êtes à Montpellier. Est-ce que il y a autour de... Du côté est, vous êtes sûr c'est vraiment alarmante vers Perpignan. Oui, Perpignan, oui. Oui. L'est de la région, je voulais dire. D'accord, ok. Ok, j'y étais pas. Ah oui, elle est vraiment alarmante. Et d'ailleurs, des situations de réutilisation. Ils sont en train de tirer une canalisation. Justement, il y a un projet pour réutiliser les eaux. Alors surtout dans ces zones littorales où les stations ont l'habitude de rejeter les eaux usées dans la mer. Et donc là, c'est complètement une perte d'eau douce. Et quand on va les réutiliser, on va faire de l'économie circulaire de l'eau. On va maintenir cette eau douce dans le circuit d'utilisation. Donc oui, sur ces zones-là, en plus, il y a un gros intérêt à faire de la réutilisation des eaux usées traitées. On aborde la question des micropolluants parce que c'est quand même un sujet évidemment majeur. Et puis, il se trouve que c'est quand même votre sujet de recherche. Où en sont les recherches précisément sur ces micropolluants? Peut-être les définir dans un premier temps. Alors c'est un nom assez vaste pour définir des composés majoritairement issus de l'activité anthropique et qui, on va les trouver à faible concentration, 1 mg par litre, nanogramme par litre, et malgré ces faibles concentrations, il va avoir des effets délétères sur les écosystèmes, la santé humaine. Et donc, il va y avoir par exemple les pesticides et leurs métabolites, les résidus pharmaceutiques. Et puis, on parle aussi, on va englober des PFAS plus récemment. Alors, pour tout ce qui est usage, ils n'apparaissent pas dans la réglementation actuellement. Pour tout ce qui est usage agricole, les dernières études scientifiques montrent qu'on va très très peu en retrouver sur les légumes ou dans les légumes. Donc, le risque est quasi nul. Mais moi, je suis sur un usage à plus haute valeur ajoutée. C'est en imaginant qu'en France, un jour, on puisse produire de l'eau potable, comme on en a parlé, comme ça se fait dans d'autres produits, à partir des eaux usées, traitées. Et là, cette fois-ci, il va falloir gérer ce problème. Et donc, on essaie de mettre au point des procédés qui ne vont pas seulement concentrer la pollution, comme les procédés membranaires, mais aussi la détruire. C'est l'enjeu. Puisqu'il y a plein de procédés en fait, qui permettent uniquement de séparer la pollution, donc de produire une eau pure, mais il nous reste toujours quelque chose de très concentré qu'il faut gérer. Donc je travaille un petit peu avec les chercheurs de l'Institut européen des membranes sur comment dégrader ces polluants.
Est-ce que vous pouvez nous aider à nous représenter, à nous figurer ce que pourrait représenter à terme concrètement ce procédé ? Alors, il va y avoir ce qu'on appelle un procédé d'ozonation. Je pense que ça vous parle. C'est déjà utilisé sur les filières de production d'eau potable. Alors souvent plutôt pour de la désinfection, mais ça donne aussi de très bons résultats sur les micropolluants. C'est un oxydant chimique qui va venir briser les liaisons de ces molécules et les réduire en toutes petites molécules jusqu'à complètement les dégrader. Voilà, donc on envoie. Alors l'ozone, il est envoyé sous forme d'un gaz, hein, c'est des bulles qu'on envoie dans le liquide et qui fait son travail. Voilà. Et puis il y a d'autres procédés sur lesquels on travaille, des procédés électrochimiques où là, via un courant, on va aussi, comme ça, éclater ces molécules et leurs liaisons. Et quel est le degré de maturité de ces technologies ? Alors, l'ozonation, c'est totalement abouti. Hein. D'ailleurs, en Suisse, où on traite déjà les micropolluants dans les eaux usées, il y a pas mal de stations de traitement des eaux usées qui utilisent l'ozonation. Pour les procédés électrochimiques, on est encore... alors, je vais dire TRL, je ne sais pas comment on peut dire en français. Hein. Maturité. Voilà, maturité encore moyen quand même. Hein, mais voilà, c'est pour ça qu'on y travaille. Mais il existe des solutions. Et typiquement, nous, chez Veolia, on a lancé une offre complète qui s'appelle Beyond PFAS, pardon pour l'anglicisme, mais au-delà du PFAS. C'est-à-dire qu'avant d'être capable de complètement casser la molécule, comme l'expliquait Julie, parce que la molécule de PFAS, en fait, c'est des associations de molécules entre elles qui n'existent pas dans la nature. Et c'est pour ça que c'est très compliqué à produire, c'est que c'est artificiellement associé. Et donc, avant d'être capable de les dissocier et donc de les détruire complètement en une fois, on est capable aujourd'hui, nous, alors d'abord de les analyser. Je vais commencer par là, parce qu'il faut savoir qu'on est sur des particules qui sont extrêmement fines. On a descendu les niveaux d'analyse de micropolluants dans l'eau de plus de 400 fois par rapport à ce qu'on faisait il y a quelques années. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on détecte un grain de sel dans une piscine olympique. Donc déjà, en termes de détection des polluants, on est beaucoup plus avancé que ce qu'on faisait il y a quelques années. Le deuxième stade, c'est qu'on est capable de concentrer ces polluants, donc on est capable de les retirer de l'eau sans détruire la molécule complètement encore, mais on est capable de les retirer de l'eau et de les concentrer. Et comme nous, chez Veolia, on fait aussi de la destruction de déchets et de déchets dangereux, en fait, on détruit les molécules de PFAS dans nos incinérateurs de déchets dangereux sur lesquels on a créé des brevets évidemment spécifiques pour être sûr qu'on se débarrasse de ces polluants. Donc les processus existent pour complètement détruire ces polluants. Ils pourront sûrement être simplifiés par les recherches qui sont en cours et les nouvelles technologies. On y travaille aussi beaucoup. Mais en tout cas, moi, je voudrais quand même être rassurante sur ces sujets-là. C'est vrai que c'est arrivé un petit peu brutalement. Donc, on a l'impression qu'on a affaire à des nouveaux polluants. On a plein de polluants. On sait les gérer. Il suffit de décider, réglementer, investir, et on sait les traiter. Et ça ne veut pas dire mettre encore une fois des installations technologiques partout, mais bien plutôt là où il en faut. Or, on sait aller capter les différents polluants à la source. Les pesticides étaient des sources très agricoles, les PFAS plutôt des sources industrielles et ou pharmaceutiques, cosmétiques. Si on va chercher à la source, le besoin de technologie, il se réduit énormément. Alors, ça existe, ça fait partie de votre panel de solutions, mais en même temps, vous dites ce qui nous manque, c'est la décision. Donc, je pense que peut-être on a du mal à se figurer. Est-ce que concrètement, l'eau, en France, par exemple, est sans micropolluants, quelle est l'échelle ? Ouais, alors en France, le groupe Veolia a mené une étude très vite, hein, effectivement, parce que c'était quand même un sujet extrêmement important et puis qui interpellait l'ensemble de nos parties prenantes. C'est-à-dire ça va au-delà de nos clients, ça va au-delà des élus, c'est nous tous au quotidien. On a mené une étude qui démontre qu'à plus de 99%, il n'y a pas de PFAS dans l'eau potable. Et donc, évidemment, les dispositifs se mettent en place sur des bassins industriels très spécifiques où on en a trouvé traces, parce que c'est ce que je vous dis, on parle du grain de sel dans la piscine olympique.
Dans les eaux usées, c'est un autre sujet. Là, globalement, les traitements en place très souvent font déjà le travail, parce que l'ozonation, comme le disait très bien Julie, ça existe depuis longtemps et les processus de désinfection sont en place depuis longtemps. Donc en France, voilà, moi je voudrais quand même être plutôt rassurante sur le sujet. On n'est pas en train tous les jours d'avaler autant de micropolluants qu'on veut nous le raconter. Les États-Unis ont trouvé beaucoup plus, de traces de PFAS parce qu'il y a des activités industrielles sur des bassins beaucoup plus importants que les nôtres. Ils ont réglementé plus vite que nous, donc ils ont mis en place des réglementations qu'ils iront très vite à mettre en œuvre. Et donc, aux États-Unis, on est déjà en train de déployer assez massivement auprès des municipalités les briques technologiques complémentaires dont ils ont besoin pour garantir la potabilité et la compliance, pardon, et la, comment on dit, et la réglementation. Oui, la conformité à la réglementation. Oui, je vais compléter. Juste pour vous dire que toutes nos masses d'eau sont polluées, de toute façon, maintenant, c'est un constat, hein, à plus ou moins forte concentration. Du coup, il faut aussi ne pas négliger les mesures préventives. Et donc, par exemple, pour la production d'eau potable, il y a ce qu'on appelle la protection des aires de captage et limiter l'utilisation d'intrants chimiques autour de ces aires, hein, qui permet aussi d'avoir une ressource de bonne qualité. Et ensuite, si on est à faible concentration, on peut très bien descendre à des niveaux très bas lorsqu'on va produire l'eau potable. Voilà. Donc, par contre, on a une pollution omniprésente du fait de nos activités. Et donc, il y a quand même aussi un gros point numéro 1 dans une urgence, c'est de réduire nos consommations en intrants chimiques. Quand vous dites une pollution de masse, est-ce que vous pouvez nous aider à nous figurer ce que ça veut dire ? Oui, alors ça veut dire qu'on a énormément, ça vient principalement pour l'instant de l'agriculture intensive, qui a, du coup, du fait de l'usage des pesticides, on a contaminé également les ressources en eau souterraines. Et puis les rejets hospitaliers. Par contre, la santé, c'est nécessaire, hein, mais il se trouve qu'on rejette énormément de résidus de médicaments. Nous-mêmes aussi, en allant uriner, on va rejeter des hormones, tous les médicaments qu'on prend. Par contre, concernant les pesticides, par exemple, on pointe souvent du doigt l'eau. Mais il faut savoir que l'OMS a mis en évidence qu'on ingérait moins de 5% de notre consommation totale de pesticides via l'eau. Il ne faut pas oublier l'alimentation. Et souvent, donc, du coup, on est là à dire l'eau du robinet, mais c'est souvent très négligeable par rapport à ce qu'on va consommer. Idem en PFAS via l'alimentation. C'est plus sûr de boire de l'eau du robinet que de boire de l'eau en bouteille plastique. Alors ça, c'est un vaste sujet. Pour ma part, je suis convaincue qu'il faut boire de l'eau au robinet. L'eau en bouteille, pour moi, c'est une hérésie du fait de l'impact environnemental qui est lié déjà au transport, aux contenants en bouteille plastique qui génèrent énormément de déchets qui, la plupart, ne sont pas recyclés. Et puis, on a montré que les eaux en bouteille, alors, elles sont un peu moins contaminées en pesticides, c'est vrai, parce que c'est des ressources très profondes, mais on en trouve quand même des traces. Et puis là, il y a un article qui vient de paraître dans Le Monde où on trouve des traces du TFA, hein, un PFAS. Et puis par contre, on a énormément de micro et de nanoplastiques dans les eaux en bouteille, et ça, c'est une autre sorte de pollution dont on ne connaît pas encore les conséquences sur la santé. Et puis je pense qu'un accès à tous de la même eau, donc voilà, produire de l'eau en grande quantité pour tous, pour moi, c'est le seul modèle soutenable. Vous, Anne Le Guenec, vous buvez de l'eau en bouteille plastique ? Non, pas du tout. Moi, je bois l'eau du robinet. Partout c'est possible, et parfois même quand on me le recommande pas. Je vais juste rajouter, parce que Julie l'a très bien dit, et en plus, vous le payez 1000 fois plus cher que l'eau du robinet, qui est extrêmement réglementée. Est-ce que peut-être, Boris, est-ce que tu veux qu'on lance les questions du public ou alors on poursuit toutes les trois ? On va passer aux questions du public, oui, on peut, mais on va faire un petit ping-pong, un va-et-vient. Est-ce que vous avez des questions ? On va vous passer des micros. Qui boit de l'eau en bouteille plastique ? Petit sondage en direct. Ne vous sentez pas coupable. Bah oui, ça nous arrive à tous et toutes, hein, j'imagine. Allez, un courageux, une courageuse pour la première question. Oui, monsieur, on va vous passer un micro.
de façon à ce que celles et ceux qui nous regardent actuellement en streaming, et ils sont nombreux, puissent profiter de votre question. Puis après, on pourra peut-être parler de désalinisation, si vous voulez. C'est un sujet qu'on n'a pas abordé encore. Oui, j'ai bien compris tout le processus pour rendre les eaux usées utilisables, mais comment on les amène à l'endroit où elles vont être utilisées ? Moi, je vous remercie pour votre question parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'aborder le... En fait, on pense souvent que le coût de réutilisation des eaux usées, c'est le coût de traitement. Mais en fait, ce n'est pas le coût de traitement parce qu'on est déjà extrêmement réglementé, comme je le disais, extrêmement avancé sur la qualité des eaux usées. Le vrai sujet, c'est que les stations d'épuration, en général, elles sont en bas de la ville et le château d'eau, lui, il est tout en haut. Et donc, effectivement, si on voulait rendre ces eaux-là potables et les redistribuer, les infrastructures pour pomper et rediriger en haut, ce serait une hérésie. Ce qu'ont fait les Américains, c'est en fait, ils ne vont pas ramener les eaux directement dans le château d'eau, ils vont plutôt s'autoriser à les injecter directement dans le réseau, donc pas forcément tout en haut, mais plutôt à proximité, quand ils sont en manque d'eau. Donc déjà, ça limite les infrastructures. Et puis ensuite, quand on parle d'installation pour de l'irrigation ou de l'usage en eau de nettoyage urbain, bon, là, on peut être sur des structures et des lieux de pompage assez différents. Ça permet c'est un critère. Souvent, il faut que l'exploitation agricole soit proche de la station de traitement des eaux usées. Sinon, le coût du projet est rédhibitoire parce que dès qu'on a des tuyaux à tirer, ça coûte très, très cher. Une autre question dans le public. Alors, là-bas. On va vous passer le micro. Bonjour. Mon question, c'est encore en parlant de l'eau de robinet. Est-ce qu'on sait si en France, dans le futur, il sera possible encore de boire de l'eau de robinet? Parce que j'étais en train de lire un article que dans les prochaines années, il ne sera pas possible encore de boire l'eau de robinet. Est-ce que c'est vrai? Alors, nous, on fait tout pour. Et effectivement, pour les raisons qu'on évoquait à l'instant, c'est-à-dire que d'abord, pour donner la quantité et l'accès à tous, ça reste la première logique. Donc, nous, on fait tout pour. Et encore une fois, on est très confiants sur le fait qu'on a beau avancer dans la détection de micropolluants, de particules extrêmement fines, des niveaux de dilution extrêmement forts. En fait, on détecte de mieux en mieux, on traite de plus en plus. Donc oui, nous, on fait tout ce qu'il faut pour que vous puissiez continuer à boire l'eau du robinet. Monsieur, on va vous passer un micro. Monsieur devant. Qui était un des rares à avoir levé la main pour l'eau en bouteille. Non, je plaisante. Histoire de vous stigmatiser d'entrée de jeu. Et non, je ne bois pas d'eau en bouteille, mais je pourrais. Vous avez indiqué en fait que la France était un peu à la traîne et qu'en fait les pays qui avaient pu aller un peu plus vite l'avaient fait par besoin. Donc en admettant qu'on ne soit pas plus vertueux que ces pays, sous combien d'années peut-on considérer que la France se trouverait dans des situations analogues où elle devrait vraiment prendre le sujet à bras-le-corps? Boire ces eaux usées, par exemple, je pense qu'il faudrait encore plusieurs décennies si on à niveau de sécheresse égale. Là, par exemple, on parle de la Namibie qui est pionnier dans ce domaine-là. Ils boivent donc l'eau, elle arrive dans la station. C'est une station exploitée par Veolia, d'ailleurs. Je pense pas. Imaginons qu'elle arrive le lundi à la station, le jeudi. Elle a suivi le jeudi, elle est au robinet des consommateurs. Elle ne repasse pas par le milieu naturel, elle ne repasse pas par une usine de potabilisation. Voilà. Avant qu'on en arrive là, il faut déjà qu'on manque d'eau sévèrement et qu'il y ait une grosse évolution réglementaire, mais qui ira avec. Mais moi, je trouve qu'on en a pour encore quelques décennies. Ceci dit, on a un projet pionnier en Europe qui s'appelle le projet Jourdain, au Sable d'Olonne, en Vendée, qui est un cas de production d'eau potable indirecte par des eaux usées traitées. C'est-à-dire que les Sables d'Olonne rejetaient leurs eaux usées dans la mer. Donc là, on a une première expérimentation, mais qui va devenir donc seulement un quart du débit pour le moment, mais ensuite c'est voué à être appliqué à tout le débit. On va du coup affiner, on récupère ces eaux usées plutôt que de les rejeter dans la mer. On fait un traitement d'affinage très poussé avec une filtration membranaire qui va permettre d'éliminer tous les polluants. Et on ramène cette eau, on a tiré une grosse conduite, dans la réserve d'eau qui sert pour ensuite
aller vers la station de potabilisation et produire l'eau potable. C'est un barrage, une retenue d'eau, et il est alimenté, entre autres, maintenant avec des eaux usées traitées. Donc, on produit indirectement de l'eau au robinet avec des eaux usées, et c'est en France, et c'est une première en Europe. Ça se fait en Californie beaucoup. On peut le faire aussi en réinfiltrant des nappes à partir de bassins, où on va venir stocker les eaux usées traitées. Elles vont s'infiltrer, rejoindre les nappes, et elles servent ensuite à produire l'eau potable. Donc, c'est ce qu'on appelle production d'eau potable indirecte par des eaux usées traitées. Donc on a quand même des avancées en France dans ce sens-là. Oui, il y a quelques exemples. Je suis d'accord avec Julie. On n'est pas encore à se dire, voilà, demain, vous allez tourner le robinet puis vous n'aurez pas d'eau. Néanmoins, quand je racontais tout à l'heure qu'il y a une vingtaine d'années, les niveaux des forages sur lesquels certaines municipalités s'alimentent étaient descendus tellement bas que les pompes n'arrivaient plus à prélever, c'était une réalité. Donc il y a eu un peu d'interconnexion, on a un petit peu travaillé. Il faut quelques années de sécheresse pour qu'on en revienne là, mais il ne faut pas considérer que ça ne reviendra jamais. Je pense que les premiers qui manqueront d'eau, ou en tout cas qui auront le sentiment d'en manquer, c'est les industriels. Parce qu'à travers les nouveaux décrets, et pour vous protéger de justement ce manque d'eau au robinet, les industriels aujourd'hui, quand ils veulent faire des extensions de leur site, quand ils veulent grandir, quand ils veulent s'installer, ils ont besoin d'autorisation d'exploiter. Et aujourd'hui, elles sont basées sur la quantité d'eau qu'ils vont prélever au milieu, enfin d'eau fraîche, au réseau ou au milieu naturel. Et là, ils commencent à avoir des difficultés à obtenir ces autorisations-là. Il y a de risques qu'ils aillent s'installer ailleurs qu'en France, et ça, ce serait dommage. Ou effectivement, après, c'est une incitation en vrai au fait qu'ils fonctionnent en circuit fermé. Donc les premiers concernés seront sûrement les industriels. On en parlait hier soir à la soirée inaugurale de Futurapolis Planète avec un sociologue du droit qui parlait de la difficile acceptation justement et de notre immense faculté en tant que société humaine à dénier, à faire du déni climatique, on va dire. Comment résoudre cette contradiction? On a besoin d'aller plus vite et on est face à aussi un frein à trop de réglementation. On a aussi ce discours-là qui est réel. C'est vrai que la réglementation ne va pas assez vite. Donc, mais on voit quand même que, par exemple... Mais les agriculteurs estiment qu'il y en a trop. Et pas seulement. Vous parlez de l'eau usée, là Je parle de manière générale. Ouais. On a besoin d'aller plus vite, on a besoin de mesures et de réglementations pour nous permettre, nous inciter à aller plus loin pour faire face à tous ces défis. En même temps, il y a une partie de la population qui refuse et qui a du mal à accepter, qui fait face à l'impossibilité même de s'adapter, en fait. En fait, les agriculteurs, je pense que si on leur présente un projet qui roule, qui a un modèle économique qui est bien ficelé, ils seront pour, parce qu'en fait, utiliser des eaux usées traitées, c'est garantir l'utilisation de cette eau alors que tout le monde est sous arrêté sécheresse pendant les périodes. Il y a quand même un gros avantage à l'utilisation d'eau usée traitée, c'est qu'on n'est pas soumis aux arrêtés. Et puis, tant qu'il y a des êtres humains, il y a des eaux usées. Donc, c'est une ressource en eau, c'est à peu près la seule qui ne va pas diminuer avec le changement climatique et l'augmentation de la population. Au contraire. Voilà. Donc... Oui, ce problème de rareté il se rapproche. En fait, on a eu parlé du Moyen-Orient longtemps, qui fait du dessalement d'eau de mer, puisqu'il n'avait pas d'autres ressources depuis très longtemps. Puis c'est arrivé en Espagne, et puis on remonte, on parlait de la région de Perpignan tout à l'heure, qui s'est trouvée en sécheresse pendant un moment, avec des autorisations d'exploiter qui n'arrivaient pas. Et donc on arrive sur des technologies en France qui sont du dessalement ou proches du dessalement. Julie mentionnait le projet de Vendéo, Jourdain tout à l'heure. On est sur des technologies qui sont équivalentes au dessalement d'eau de mer. Et donc voilà, je pense que le phénomène de rareté se rapproche, et c'est ça qui doit faire qu'on accélère sur la réglementation et sur l'usage. Merci encore à nos invités, on peut les applaudir chaleureusement. On se retrouve dans quelques petites minutes et on va se poser la question demain, tous centenaires. À tout de suite.